Merci beaucoup. Et donc, bonsoir à tous. Bonsoir Arnaud. Donc, je suis Gaël Piton à Besançon. Et donc, je dois modérer votre topo sur les complications de la cirrhose. Globalement, vous avez environ 40-45 minutes de présentation. Et puis après, on verra s'il y a un certain nombre de questions auxquelles on pourrait répondre et on pourra discuter. Voilà. Et Ok. essayer de terminer au plus tard à 20 heures. Voilà, donc un grand merci à vous. Donc, vous travaillez donc dans la région parisienne et vous avez pas mal publié, enfin en tout cas été à l'origine de réflexions sur notamment la prise en charge et le pronostic du cirrhotique en réanimation. Voilà, donc Oui, je vous donne la parole. merci. En fait, mon DES initial, c'était hépatogastro avant de faire le desk de réanimation. Et D'accord. donc, j'ai surtout pas mal travaillé lors de mes passages à la Pitié et puis à Saint-Antoine. Je peux pas passer la dia suivante. Ah si, ça y est. C'est bon. Eh Donc, ben, alors, parfait. Eh ben, je vais me mettre je vais effacer, enfin, je vous retrouve après le ok, topo. merci. Merci. Du coup, alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse spécifiquement aux malades cirrhotiques en réa? C'est qu'en fait, l'admission en réanimation de ces patients est souvent, enfin, est un événement relativement fréquent. Ça fait quasiment partie de l'histoire naturelle de leur maladie. En fait, on peut schématiser l'évolution de la cirrhose comme sur cette slide, là, avec d'abord une phase où la maladie est compensée, et puis vont apparaître irrémédiablement des décompensations, souvent avec des facteurs déclenchants à l'occasion d'infections bactériennes, d'hépatite alcoolique aiguë ou d'hémorragie digestive. Et là, ça va être un véritable tournant dans la maladie, puisque la survie va considérablement diminuer. Et on estime que parmi ces décompensations, environ 30% vont s'accompagner de défaillance d'organes et un quart des patients avec une cirrhose décompensée vont se retrouver en réanimation. Et au total, ça va être responsable d'environ 17 000 décès par an en France. Donc, c'est des patients qu'on voit très régulièrement en réanimation. Alors, le plan qu'on va suivre, c'est celui-ci. Tout d'abord, on va se demander quel est le pronostic actuel des malades cirrhotiques en réanimation, parce qu'on verra qu'ils ont eu pendant des décennies très mauvaise presse auprès des réanimateurs. On verra si on peut identifier quels malades admettre ou non en réanimation, chez quels malades on peut limiter les soins, et puis on parlera de quelques complications de la cirrhose comme le sepsis, le syndrome hépatorénal, l'encéphalopathie hépatique, et je ne parlerai pas de l'hémorragie digestive ni de l'hépatite alcoolique aiguë parce que je pense que c'est traité dans un autre cours, ni du CHC parce que c'est vraiment pas la complication dont on parlait en réa. Et on finira par un sujet qui est très d'actualité depuis quelques années, qui est la place de la transplantation hépatique en réanimation. Alors, le pronostic actuel de ces malades, j'ai laissé le quiz qu'on m'avait demandé de faire l'année dernière, mais essayez de répondre dans votre tête. Quelle est, selon vous, la mortalité des malades cirrhotiques en réa? Est-ce que c'est de l'ordre de 40%, 60%, 80% ou plus de 80% en cas de choc septique? Ça, ce sont les différentes études qui se sont intéressées au pronostic des malades cirrhotiques en réanimation depuis des années. Et vous avez donc la mortalité en réanimation en blanc et la mortalité hospitalière en violet. Vous voyez que les chiffres sont extrêmement élevés avec certaines publications qui rapportent des taux de mortalité supérieurs à 70, voire 80%. Et puis, dans certains papiers, eh bien, on nous disait même qu'un malade cirrhotique en choc septique, c'est une mortalité à 100%. Un malade cirrhotique ventilé mécaniquement, c'est une mortalité supérieure à 80%. Et donc ça, c'est resté dans la tête des réanimateurs. Et vous voyez, même en 2004, donc relativement récemment, il y a encore des éditoriaux dans Intensive Care Medicine où on disait est-ce que finalement l'intubation, ce n'est pas égal à la mort chez les malades cirrhotiques? Et puis, il y a deux papiers qui sont tous les deux parus il y a à peu près une quinzaine d'années, là, même si je vois plus ce qui est en bas de mon écran parce que c'est caché. Un papier de Vincent Das à Saint-Antoine et un papier d'Éric Lévesque à Paul Brousse qui s'intéressaient aux malades cirrhotiques en réa et qui, eux, rapportaient des mortalités nettement plus acceptables, de l'ordre de 40% en réanimation et 45 à 55% à l'hôpital. Donc, on a l'impression que ces deux papiers plus récents rapportaient des taux de mortalité nettement plus acceptables. Alors, pour savoir si on a progressé,
eh bien, on a pris les patients de Saint-Antoine et puis on les a comparés. On a comparé deux périodes, une période 95-98, une période 2005-2008, et vous voyez que le fait d'avoir été admis durant la période la plus récente était associé de façon indépendante à une diminution de la mortalité avec un odds ratio à 0,36, ce qui montre bien qu'on a progressé dans la prise en charge de ces patients. Donc ça, c'est quand on prend tous les malades cirrhotiques confondus. Ça, c'est une étude néo-zélandaise et australienne qui rapporte les taux de mortalité en réanimation de la population générale, vous voyez, 770 000 patients, et des cirrhotiques, 17 000 patients. Et on voit bien que les cirrhotiques meurent plus que les non-cirrhotiques. Mais ce qui est important, c'est de voir que année après année, la mortalité dans les deux groupes diminue de façon parallèle. Et donc, la mortalité en réa diminue de 4% par an dans les deux groupes. Et donc, ça donne l'impression que même si les cirrhotiques continuent de mourir plus que le reste de la population en réanimation, eh bien, ils bénéficient des progrès qu'on fait en réa. Et quand la mortalité baisse en réa, elle baisse aussi pour les malades cirrhotiques. Ça, c'est une étude qu'on avait faite un peu dans le même principe en Île-de-France avec le réseau Cubrea qui regroupe les données de 32 services en Île-de-France, où on voyait aussi que la survie des malades cirrhotiques en réa était inférieure à celle des malades sans cirrhose, et que la cirrhose est effectivement un facteur de risque de mortalité hospitalière quand on est admis en réanimation, avec 2,5 fois plus de risque de décéder. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que la mortalité de ces patients diminue d'année après année de façon parallèle à ceux qui n'ont pas de cirrhose. Et alors que cette mortalité diminue d'année après année, eh bien, on se rend compte ce n'est pas parce qu'on prend des malades de moins en moins graves. Au contraire, quand on prend le SAPS2, on voit qu'il augmente durant la même période. Donc ça, ce sont que des patients en choc septique. Donc c'est pour ça que la mortalité est supérieure à celle de l'étude australienne et néo-zélandaise. Ce sont des patients en choc septique, cirrhose versus pas de cirrhose. Donc, ce qu'on peut dire déjà dans cette introduction, c'est que la mauvaise réputation des malades cirrhotiques en réa, elle était basée sur des études très anciennes, qu'en fait, les études récentes rapportent des taux de mortalité nettement plus acceptables, de l'ordre de 30 à 40% en réa, 50% à l'hôpital. Évidemment, c'est plus quand ils sont admis en réa pour un choc septique, environ 60% de mortalité, et qu'il y a une nette amélioration ces dernières années, et qu'en fait, cette amélioration, elle est parallèle à l'amélioration de la population non cirrhotique. Donc la bonne réponse, c'était 40% de mortalité en réa et 60% en cas de choc septique. Alors la deuxième question, c'est du coup, quel patient cirrhotique admettre ou non en réanimation? Est-ce qu'on peut les identifier facilement? Donc je vous remontre le quiz. Est-il futile d'admettre en réanimation les malades cirrhotiques parce qu'ils sont Child-Pugh C, ou parce qu'ils ont un MELD élevé, ou parce qu'ils ont au moins 3 défaillances d'organes, ou aucun des cas précédents? Donc, on va essayer d'y répondre. En fait, pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre, c'est est-ce que le pronostic des malades cirrhotiques en réa est surtout lié à la gravité de la cirrhose sous-jacente, ou est-ce qu'il est surtout lié à la gravité de la pathologie aiguë? Et en fait, ce n'est pas simple de répondre à cette question. Ici, vous avez à gauche là, les différentes composantes des scores spécifiques de la maladie du foie, que sont le Child-Pugh et le MELD. Et en fait, on voit que chacune de ces composantes est influencée par la maladie aiguë qui a motivé l'admission de ces patients en réa. Par exemple, vous avez ici l'albumine, parce que c'est censé être un reflet de l'insuffisance hépatocellulaire, mais en réalité, chez un malade de réanimation, il peut devenir hypoalbuminémique parce qu'il est dilué, parce qu'il y a une fuite capillaire, parce qu'il est inflammatoire, parce qu'il est dénutri. Donc en réalité, chacune de ces composantes est biaisée par la maladie aiguë. Et on a la même chose pour les composantes des scores généraux de réanimation. Ici, vous avez les composantes du SAPS2 ou du SOFA, par exemple, et vous voyez que toutes ces composantes sont influencées non seulement par la maladie aiguë, mais aussi par le fait qu'il y a une cirrhose sous-jacente. Par exemple, une altération de la conscience qui fait partie du score SOFA. Est-ce que ça a la même valeur chez un malade cirrhotique alors qu'elle peut s'expliquer par une encéphalopathie hépatique? Donc, ce n'est pas simple de savoir ce qui influence le plus le pronostic. Donc, il y a eu plusieurs études, je ne vous en montre qu'une seule,
qui est l'étude d'Éric Lévesque à Paul Brousse, où il a comparé les différents scores pour savoir lesquels prédisaient le mieux le pronostic des malades cirrhotiques en réa. Et vous voyez que le meilleur, là, celui qui est tout en haut de la courbe ROC, eh bien, c'est le score SOFA. Et donc, c'est un score de défaillance d'organes. En dessous du score SOFA, qui fait un petit peu moins bien, il y a le SAPS2, et puis enfin, les scores spécifiques de la maladie du foie, que sont le MELD et le Child-Pug, ce sont les scores qui font le moins bien. Donc en réalité, ce qui influence le plus le pronostic des malades cirrhotiques en réanimation, ce n'est pas la gravité de la cirrhose sous-jacente, c'est la gravité de la pathologie aiguë, et c'est surtout les défaillances d'organes, et donc on peut utiliser le score SOFA chez ces patients. Du coup, certaines équipes se sont dit, tiens, on va essayer d'identifier des critères de futilité d'admission de ces patients en réa, et c'est-à-dire les critères qui sont associés avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Vous voyez que ce n'est pas simple, puisque dans cette étude, finalement, les seuls patients qui mouraient à 100% à 3 mois quand ils étaient admis en réanimation, c'était ceux qui avaient à l'admission un score SOFA supérieur ou égal à 12, donc déjà, ils étaient extrêmement graves en termes de défaillance d'organes, plus un INR supérieur ou égal à 2,6, donc un TP effondré, et ils avaient besoin de dialyse. Donc, quand on avait tout ça, un score SOFA supérieur ou égal à 12, un INR supérieur ou égal à 2,6 et besoin d'être dialysé, là, il y avait une mortalité égale à 100%, et donc on pouvait se demander si on pouvait récuser ces patients. Mais en réalité, dans tous les autres cas, même quand on a plusieurs défaillances d'organes, les patients ne meurent pas forcément. Ici, vous avez la mortalité en fonction du nombre de défaillances d'organes. En bleu clair, vous avez les patients sans cirrhose, et en bleu foncé, les patients cirrhotiques. Et on voit que pour un certain nombre de défaillances d'organes, les patients cirrhotiques meurent plus que quand ils n'ont pas de cirrhose. Mais la mortalité, on ne peut pas, sur un nombre précis de défaillances d'organes, définir que les patients vont tous mourir et que donc il ne faut pas les admettre. Même quand ils ont 4 ou 5 ou 6 défaillances d'organes, il y a quand même un certain nombre de patients qui ressortent vivants de la réanimation. Donc on ne peut pas affirmer de façon dogmatique qu'un malade cirrhotique avec 5 défaillances d'organes, je ne le prends pas parce que de toute façon, il va mourir. Ça, c'est l'étude qu'on avait menée à Saint-Antoine. On voyait que même quand on avait 3 ou 4 défaillances d'organes, il y avait quand même 30% des patients qui sortaient vivants de l'hôpital. Et quand on en avait 5, certes, dans cette étude-là, ils mouraient tous, mais vous voyez que ça concernait très peu de patients, donc ce n'est pas vraiment généralisable. Par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est que quand on réévaluait le nombre de défaillances d'organes à partir du 3e jour, là, on se rendait compte que quand, après 3 jours de réa, il persiste 3 ou 4 ou 5 défaillances d'organes, là, la mortalité est extrêmement élevée. Et donc, tout ça, ça plaide pour une attitude que vous connaissez déjà, qui s'appelle la réanimation d'attente, c'est-à-dire une admission large de ces patients en réa quand ils en ont besoin, parce qu'en fait, on n'est pas capable, dès l'admission, de savoir qui va vivre et qui va mourir avec certitude. Et puis, après quelques jours, en 3, 4 jours, on réévalue le nombre de défaillances d'organes. Et là, si 3, 4 ou 5 défaillances d'organes persistent, ou en tout cas qu'elles ne s'améliorent pas, c'est que s'il reste un petit peu de noradrénaline, mais qu'on a divisé par 5 la dose, peut-être que ça vaut le coup d'attendre encore un peu. Là, on peut envisager de mettre en place des limitations thérapeutiques. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le pronostic de ces patients dépend beaucoup plus des défaillances d'organes que de la gravité de la cirrhose. Et donc, il faut plutôt prendre ces patients largement et faire de la réanimation d'attente. Évidemment, ce sont des études rétrospectives, donc les patients ont déjà été sélectionnés et il faut évidemment tenir compte de ce dont on tient compte d'habitude dans les décisions d'admission ou non, l'autonomie, la cachexie, les pathologies associées. Il y a un cas particulier qui est le syndrome hépato-rénal quand il est typique et réfractaire au traitement, dont le pronostic est vraiment effroyable et dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc ce qui est recommandé, c'est qu'on ne peut pas refuser d'admettre un malade cirrhotique en soins critiques du fait de leur seule maladie cirrhotique. Donc voilà, la réponse était aucun des cas précédents. Et chez qui peut-on limiter les soins? On en a parlé, c'est à partir de J3. La persistance d'au moins 3 défaillances d'organes est associée à une mortalité hospitalière à plus de 90%. Donc là, on peut se poser la question de limiter ces malades. Et d'ailleurs, même les hépatologues ont depuis peu compris la littérature des réanimateurs
et ont depuis peu une vision en termes de défaillance d'organes, en se disant que finalement, le foie, il n'y a pas que ça qui dysfonctionne chez ces patients. Et vous voyez, ils ont inventé un score qui s'appelle le Cliff SOFA Score, hein, qui est tout à fait très clairement dérivé du SOFA, mais qui est fait pour être utilisé en salle et qui, comme le SOFA, définit des défaillances d'organes, pour ne pas parler que du foie chez ces patients. Et comme chez les patients de réanimation, même chez les cirrhotiques en salle, en utilisant ce score et en calculant des défaillances d'organes, ils se rendent compte qu'elles sont très clairement associées au pronostic et que quand on les réévalue entre J3 et J7, ça permet d'être encore plus efficace pour prédire le pronostic de ces patients et que ça pourrait permettre à terme peut-être de les prioriser sur la liste de transplantation hépatique. Donc, parlons maintenant de quelques complications de la cirrhose. Donc, en premier lieu, le sepsis. En fait, le sepsis, c'est extrêmement fréquent chez ces patients. On considère qu'il est présent dans 50% des cas à la survenue d'une décompensation et dans 40% des cas lorsque cette décompensation entraîne une défaillance d'organes. Le problème majeur du sepsis chez ces patients, c'est qu'il y a un risque très important de retard diagnostique. Parce qu'en fait, quand on prend les critères de sepsis habituellement retenus, les critères généraux, les critères biologiques, les dysfonctions d'organes, en réalité, vous avez énormément de ces critères qui sont extrêmement fréquents chez les malades cirrhotiques, même en l'absence de sepsis. Par exemple, l'hypotension artérielle, c'est des patients qui sont très vasodilatés, ils sont très souvent hypotendus. Et d'autres critères habituellement retenus pour suspecter un sepsis sont particulièrement rares chez les malades cirrhotiques, même en présence de sepsis. C'est des patients qui font quasiment jamais de la fièvre, ils font peu souvent des hyperleucocytoses du fait de l'hypersplénisme. Enfin, vous voyez que du coup, on est très gêné pour suspecter le sepsis chez ces patients. Les critères de Quick-SOFA, par exemple, sont des critères extrêmement fréquents chez les malades cirrhotiques, même en l'absence de sepsis. Dès qu'ils sont encéphalopathes, ils sont polypnéiques, ils ont une altération de la conscience et, étant donné qu'ils sont très vasodilatés, ils ont très souvent une hypotension. En plus, on ne peut pas vraiment céder des biomarqueurs, parce que vous voyez que la CRP, ça marche très mal chez les patients cirrhotiques. 15% des malades infectés ont une CRP inférieure à 10, et 60% des malades avec une CRP supérieure à 10 ne sont pas infectés. Et de même, la procalcitonine, en fait, 25% des chocs septiques chez les malades cirrhotiques s'accompagnent d'une PCT normale, et la PCT, elle peut s'élever chez ces patients en cas d'hépatite alcoolique aiguë sévère ou d'hépatite virale active. Donc, les biomarqueurs ne nous sont pas d'un grand secours, pardon. Et donc, il y a un risque de retard diagnostique. Donc, il faut tout le temps suspecter le sepsis chez ces patients. Et en plus de ça, il y a un risque de retard thérapeutique, puisque comme les malades cirrhotiques sont très souvent hospitalisés, vous voyez, la cirrhose multiplie considérablement le risque d'être porteur de BLSE, et donc on risque, en mettant une antibiothérapie standard, de ne pas être efficace. Il y a des facteurs de risque spécifiques de BMR chez ces patients. En réalité, ce sont les mêmes que dans la population générale. Dès que l'infection est nosocomiale, dès qu'ils ont eu une antibioprophylaxie prolongée par fluoroquinolone, dès qu'ils ont reçu des bêta-lactamines dans les 3 mois ou qu'ils ont déjà été porteurs de BMR dans les 6 mois. Et puis, c'est évidemment grave de se tromper d'antibiotiques chez les malades cirrhotiques quand ils ont un choc septique. On retrouve le même odds ratio que dans la population générale, c'est-à-dire que chaque heure passée en choc septique sans antibiothérapie efficace augmente la mortalité de 10%. Et si l'antibiothérapie initiale est inadaptée, là, c'est 10 fois plus de risque de décéder. Et donc, non seulement on risque de diagnostiquer tardivement le sepsis, de se tromper d'antibiotiques, et en plus, ce sont des patients qui font souvent des infections fongiques invasives. Vous voyez, dans le papier dont je vous ai parlé, là, qu'on avait fait chez les malades cirrhotiques en choc septique, vous voyez qu'il y avait 10% des chocs septiques qui étaient liés à des levures dans le groupe des malades cirrhotiques. Donc, les recommandations, c'est que dès qu'un patient vient en unité de soins critiques, quels que soient ses symptômes, quelle que soit sa défaillance, il doit avoir un bilan bactériologique complet avec hémoculture, ECBU et puis surtout, ponction d'acide si l'acide est ponctionnable. Et je vous rappelle que la définition d'une infection de liquide d'acide, c'est plus de 250 PNN. Il n'y a pas forcément de germes au direct ou à la culture, on les identifie rarement.
ce qui veut dire que plus de 250 PNN, c'est une infection, et donc il faut mettre une antibiothérapie. Alors, concernant la défaillance hémodynamique de ces patients lorsqu'ils sont en choc septique, est-ce qu'il y a des particularités? En fait, pas tant que ça, mais je vous montre juste ces photos pour vous faire réaliser qu'on peut tout à fait avoir un ventre avec une acide tendue comme ici, ou des œdèmes majeurs qui prennent le godet comme là, et en réalité avoir besoin d'une expansion volémique, être précharge dépendant. Et donc, il faut, comme vous le faites chez les autres malades, utiliser des outils comme le delta PP, l'échographie cardiaque, le lever de jambe passif, ce que vous voulez, pour voir si ces patients n'ont pas besoin d'une expansion volémique. Alors, un nouveau quiz, à votre avis, est-il indispensable de prescrire de l'albumine chez les malades cirrhotiques en réa en cas d'infection, en cas d'infection uniquement lorsqu'il s'agit d'une infection liquide d'acide, en cas de choc septique, en cas de parasynthèse abondante ou en cas de syndrome hépato-rénal? En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'albumine dans les infections de liquide d'acide? Ça date de cette étude où les malades étaient randomisés en deux groupes, un groupe céfotaxime et un groupe céfotaxime plus albumine. Et vous voyez que lorsqu'ils avaient reçu du céfotaxime, eh bien, un tiers des patients allaient développer une insuffisance rénale, ce qui, dans le contexte, est très probablement un syndrome hépato-rénal de type 1, de très mauvais pronostic. Et d'ailleurs, la mortalité s'approche de ce tiers-là. Enfin, environ un tiers des patients allaient décéder, et c'est souvent les mêmes. C'est ceux qui vont développer l'insuffisance rénale. Alors que dans le groupe claforant plus albumine, seuls 10% vont développer une insuffisance rénale et seuls 10% vont décéder. C'est une étude qui a été faite en salle. Il n'y a eu aucune évaluation de l'hémodynamique de ces patients. On ne sait pas s'ils avaient besoin d'expansion volémique ou pas. On ne sait pas ce que le groupe céfotaxime a reçu. Est-ce qu'ils ont reçu du sérum Phi, du plasmion ou rien du tout? Et donc, les recommandations qui datent de 2010, les recommandations européennes, mais qui sont encore valables, elles disent que les patients atteints d'infection de liquide d'acide doivent recevoir de l'albumine quand ils n'ont pas de choc septique. Alors, est-ce qu'il faut en donner chez les patients qui ont une infection autre que l'infection de liquide d'acide? La réponse est non. Vous voyez là, dans cette méta-analyse, en fait, l'étude de 2012 là, qui avait inclus des malades qui avaient une infection autre qu'une infection de liquide d'acide montrait qu'il n'y avait aucun intérêt à administrer de l'albumine chez ces patients. Seules ces deux études qui s'intéressaient aux infections de liquide d'acide montraient que l'administration d'albumine était bénéfique. Et puis, il y a une étude importante qui est celle-ci où les patients avaient une infection de liquide d'acide, mais en fait, ils faisaient des parasynthèses, c'est-à-dire des évacuations de liquide d'acide en enlevant le plus possible, en se disant, puisque c'est infecté, on va en enlever le maximum. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Dans cette étude-là, l'impact de l'albumine n'était pas visible, mais parce qu'en fait, quand vous avez une infection de liquide d'acide, vous êtes très à risque de syndrome hépato-rénal. Quand vous faites une parasynthèse abondante, vous êtes également à risque de syndrome hépato-rénal. Donc, quand vous faites les deux en même temps, ça se passe souvent très mal. Donc ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas évacuer l'acide quand il y a une infection. On peut en enlever un peu si le malade est gêné, mais il ne faut pas essayer d'en enlever le maximum. Et depuis cette méta-analyse, il y a une autre étude randomisée contrôlée qui vient de Besançon d'ailleurs, où ont été inclus des patients atteints d'infections autres que le liquide d'acide qui confirment que l'albumine n'a pas d'effet sur la fonction rénale et la mortalité à 3 mois. Et puis très récemment, il y a une étude randomisée contrôlée chez les malades septiques et hypotendus qui compare albumine à 20% versus plasmalite, qui montre que l'albumine, ça corrige plus rapidement l'hypotension, mais c'est logique, c'est quand même un pouvoir d'expansion volémique nettement supérieur au plasmalite, mais que par contre, il n'y a pas de différence de survie et qu'il y a plus d'effets secondaires pulmonaires. Donc au total, l'albumine, elle doit être administrée chez les patients qui ont une infection de liquide d'acide quand ils n'ont pas d'état de choc septique. Quand ils ont un état de choc septique, vous faites comme vous faites chez les autres patients. Il y a des services où on aime bien remplir à l'albumine. Il y a d'autres services où on en utilise très peu. Mais il n'y a pas de recommandation ou d'argument fort pour remplir les malades cirrhotiques en choc septique à l'albumine. Voilà. Et puis, il y a évidemment deux autres indications. C'est en cas de parasynthèse abondante pour compenser l'acide et en cas de syndrome hépato-rénal. Ça, on va y revenir après. Une autre particularité hémodynamique chez les malades cirrhotiques en choc septique, c'est leur hyposensibilité majeure aux vasopresseurs. Vous avez ici des aortes de rats cirrhotiques et de rats contrôle.
que l'on soumet à des doses croissantes de vasoconstricteurs, et vous voyez que, alors que l'aorte des rats contrôle se contracte, eh bien, l'aorte des cirrhotiques se contracte nettement moins. Et ça a été également montré chez des volontaires chez qui on administrait de la noradrénaline dans l'avant-bras à très faible dose. Hein. Et on voyait que chez les contrôles, ça entraînait une vasoconstriction artérielle, alors que chez les cirrhotiques, cette vasoconstriction était nettement inférieure. Donc ça, c'est quelque chose de très connu. Ce sont des patients extrêmement peu sensibles aux catécholamines. Il faut très souvent utiliser des doses énormes de noradrénaline. Il n'y a pas grand-chose à faire que de monter les doses et de les monter peut-être un peu plus vite que dans la population générale, en sachant que chez eux, comme chez les non-cirrhotiques, il y a une association entre la mortalité et le temps passé sous une PAM à 65 mm de mercure. Donc même chez ces patients, on se fixe le même objectif de PAM que la population générale, 65 mm de mercure. Et ce sont des patients qui ont également une microcirculation particulière, et ça se voit très bien, notamment au niveau cutané, quand ici vous avez un malade cirrhotique avec une érythrose palmaire, parce qu'ils ont une vasodilatation cutanée très importante. Et ça peut nous gêner, nous, réanimateurs, parce qu'on aime bien explorer les marbrures. Et en fait, ici, vous avez des malades en choc septique qui sont marbrés. Et alors, on ne voit pas parce que c'est une photo en noir et blanc, mais en fait, là, on a fait du laser Doppler pour voir la vascularisation au niveau des genoux de ces patients. Et vous voyez que quand il n'y a pas de cirrhose, on ne voit pas beaucoup de vascularisation parce que c'est un malade en choc septique qui a une vasoconstriction cutanée. Et quand on a un patient cirrhotique, lui, il a une grande vasodilatation cutanée. Et ça explique que ces patients se marbrent extrêmement tardivement. Beaucoup d'entre eux, à l'admission, alors qu'ils sont en choc septique, n'ont pas de marbrure, et les marbrures ne vont pas apparaître durant leur séjour, ou alors apparaître très tardivement, juste avant qu'ils décèdent. Vous voyez, quand on s'intéresse au groupe cirrhotique ici en haut, en fait, dès la 6e heure de la prise en charge du choc septique, il n'y a aucun malade marbré qui va survivre. Tous ceux qui restent marbrés 6 heures après leur admission vont décéder. Donc, il ne faut surtout pas attendre l'apparition de marbrures pour s'inquiéter. Il y a plein de malades cirrhotiques non marbrés qui sont extrêmement graves et qui vont décéder, qui ont déjà des lactates élevés, qui ont déjà de fortes doses de noradrénaline. Ça s'explique, comme je vous disais, par une vasodilatation cutanée intense. Ici, c'est un papier de Hafid Aitoufela qui montre que quand on administre de l'acétylcholine sur la peau des patients, qui est un puissant vasodilatateur, chez les malades non cirrhotiques, ça entraîne une vasodilatation. Chez les malades cirrhotiques, la vasodilatation est explosive, nettement supérieure. Alors, faut-il administrer de l'hémisuccinate d'hydrocortisone chez ces patients en choc septique? En réalité, il faut faire comme ce que vous faites dans la population générale. Je vous indique juste ce que, en fait, méfiez-vous du test au synactène chez ces malades, puisque, en fait, quand on fait un test au synactène, on s'intéresse au cortisol total, le cortisol à la fois libre, mais aussi celui qui est lié à ces protéines de transport, l'albumine et la cortisol binding globuline, qui sont deux protéines de transport qui sont toutes les deux fabriquées par le foie. Et donc, les malades cirrhotiques ont des cortisolémies et des tests au synactène que vous allez considérer comme trop faibles, alors qu'en fait, cette différence est liée à une diminution de les protéines de transport. Et en fait, si vous dosiez le cortisol libre, ce qu'on ne fait jamais, eh bien, vous vous rendriez compte qu'il n'y a pas d'insuffisance surrénale, ou en tout cas que sa fréquence est extrêmement surévaluée par le test au synactène standard. Donc, mettez de l'hémisuccinate si vous avez l'habitude d'en mettre aux mêmes critères que d'habitude, et ne faites pas de test au synactène chez ces malades, surtout quand ils sont en choc septique. Autre particularité hémodynamique, c'est le débit cardiaque. Vous savez que ce sont des patients qui ont un syndrome hyperkinétique très important, avec souvent une FEVG au-dessus de la normale et avec un index cardiaque plus élevé que la normale. Et ça persiste quand ils sont en choc septique. Vous allez retrouver des débits cardiaques plus élevés et des fractions d'éjection plus élevées que dans la population générale. On a parfois des ITV sous-aortiques à 28 ou 30 sans aucun problème. Un petit mot du SDRA chez le malade cirrhotique. Le SDRA, c'est plus fréquent et plus grave chez les malades cirrhotiques, mais s'il y a un message à retenir, c'est que chez ces patients, ça peut être utile d'évacuer l'acide, puisque en réalité, ça c'est une étude faite à Paul Brousse par Éric Lévesque, qui montre que quand on évacue l'acide de ces patients, eh bien, on va améliorer la pression de plateau et améliorer la compliance thoraco-pulmonaire et améliorer le rapport PaO2 sur FiO2. Donc, un malade cirrhotique avec beaucoup d'acide tendu
qui est ventilé et qui est très hypoxémique, vous pouvez évacuer l'acide, ça va améliorer ces gaz du sang et sa compliance. Donc, au total, pour cette partie-là, pour le sepsis, c'est extrêmement fréquent chez les malades cirrhotiques. Il y a vraiment un risque de retard diagnostique, donc il faut toujours y penser. N'oubliez pas que dès qu'ils mettent un pied en réanimation, faites des hémocultures, un ECBU et une ponction d'acide. Qu'il y a un risque de retard thérapeutique, il faut souvent utiliser une antibiothérapie de type nosocomial parce qu'ils sont très souvent atteints d'infections de germes avec des germes résistants. La place des antifongiques n'est pas encore très validée, mais moi, personnellement, chez les malades les plus graves, je débute un antifongique dès le début. Ils ont une hyposensibilité aux vasopresseurs, il faut utiliser des très fortes doses de noradrénaline. Ils ont un syndrome hyperkinétique avec souvent un très très bon débit cardiaque au-delà de la normale. L'albumine a surtout un intérêt démontré dans les infections d'acide sans choc. Vous pouvez l'utiliser dans le choc comme vous faites chez les autres malades, mais il n'y a pas de raison particulière de mettre systématiquement de l'albumine chez les cirrhotiques en choc septique. Et chez les malades en SDRA, pensez à évacuer l'acide, ça peut permettre de les améliorer. Deuxième complication dont on va parler, c'est le syndrome hépatorénal. Alors, il y a une définition spécifique de l'insuffisance rénale chez les malades cirrhotiques. En fait, c'est la même que la classification de Cadigo, sauf qu'il n'y a pas la diurèse. Vous voyez que l'insuffisance rénale est définie quand la créate augmente d'au moins 26,5 dans les 48 heures ou qu'elle augmente de 50% par rapport au taux basal qui doit avoir été recueilli dans les 3 derniers mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome hépatorénal de type 1 réfractaire au traitement, c'est une catastrophe, mais attention, toutes les insuffisances rénales aiguës chez les malades cirrhotiques ne sont pas des syndromes hépatorénaux de type 1. Ils peuvent tout à fait faire une insuffisance rénale fonctionnelle, une nécrose tubulaire aiguë ou tout un tas d'autres causes d'insuffisance rénale. Donc avant de condamner un patient en disant « Oh là là, il est cirrhotique, il a une insuffisance rénale aiguë, ça ressemble à du syndrome hépatorénal de type 1, je ne vais pas le prendre en réa, je ne vais pas le dialyser », il faut être sûr que ça ne soit pas autre chose. Alors, quelle est la démarche diagnostique chez ces patients? Donc, cirrhose plus insuffisance rénale aiguë, la première chose à faire, c'est d'arrêter les facteurs précipitants ou aggravants, d'arrêter les néphrotoxiques, d'arrêter les diurétiques et de corriger une éventuelle hypovolémie. Si les malades s'améliorent, on est content, ça veut dire que c'était de l'insuffisance rénale fonctionnelle et voilà, on est rassuré. Si les malades continuent de s'aggraver, à ce moment-là, vous voyez, la recommandation remet qu'il faut arrêter les facteurs précipitants ou aggravants qu'on était déjà censé avoir arrêté ici, mais là, vraiment, il faut vraiment le faire. Et puis, il faut faire un test à l'albumine. On administre de l'albumine, 1 gramme par kilo de l'albumine à 20% par jour pendant 2 jours. Si l'insuffisance rénale s'améliore, c'est que c'était fonctionnel et de nouveau, on est rassuré, on surveille le patient. Si malgré le remplissage à l'albumine, l'insuffisance rénale aiguë progresse, à ce moment-là, ça peut être du syndrome hépatorénal et donc il faudra mettre en place le traitement dont on va parler et peut-être ne pas aller jusqu'à la dialyse puisque le pronostic est catastrophique. Ou alors, si on n'est pas certain, eh bien, ça peut être une autre cause d'insuffisance rénale. Et donc, quels sont les critères du syndrome hépatorénal? Il faut que le malade ait une cirrhose, il faut qu'il ait de l'acide, puisque la physiopathologie, c'est une rétention hydrosodée majeure avec une sécrétion de rénine extrêmement élevée qui va vasoconstricter très fortement l'artère rénale. Et donc, ce sont forcément des patients qui ont un hyperaldostéronisme et une rétention hydrosodée, donc ce sont forcément des patients qui ont de l'acide. Donc, c'est cirrhose plus acide, plus insuffisance rénale. Et puis, il ne faut pas d'amélioration après arrêt des néphrotoxiques et le test au remplissage par l'albumine 1 gramme par kilo jour pendant 2 jours. Il ne faut pas qu'il y ait d'état de choc, sinon ça peut tout à fait être une nécrose tubulaire aiguë. Et il ne faut pas que le patient continue de prendre des néphrotoxiques, notamment INS, aminosides et produits de contraste iodé. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait d'argument pour une néphropathie organique, pas de protéinurie, pas de microhématurie, et puis il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à l'échographie rénovésicale. Une fois qu'il y a tout ça, on suspecte, vous avez vu qu'il n'y a plus le ionogramme urinaire comme il y avait avant, où il fallait qu'il y ait un profil fonctionnel, puisqu'en fait, très souvent, les malades cirrhotiques, du fait de leur hyperaldostéronisme majeur, qui explique la présence d'acide, ont de toute façon une natriurèse basse et un ionogramme urinaire fonctionnel. Donc, ce n'est pas très
très utile de demander ce critère pour diagnostiquer un syndrome hépato-rénal. Donc, le critère a disparu des nouvelles recommandations. Du coup, quand on en suspecte un, qu'est-ce qu'on utilise comme traitement? On utilise la terlipressine, 1 mg, alors c'est entre 1 mg heure et 1 mg toutes les 6 heures, et on augmente, pardon, non, c'est pas ça du tout, c'est 1 mg toutes les 6 heures, et on double la dose à J3 si ça ne fonctionne pas. Et puis, pendant qu'on administre la terlipressine, il faut continuer à administrer de l'albumine, 1 gramme par kilo le premier jour, puis 40 grammes par jour. Donc, ça fait quand même une énorme consommation d'albumine chez ces patients. Et si le malade est en réanimation et qu'on on ne veut pas utiliser la terlipressine ou qu'il est déjà sous noradrénaline, la noradrénaline est une alternative à la terlipressine chez ces patients. À ce moment-là, on se fixe comme objectif d'augmenter la PAM de 10 mm de mercure ou la diurèse de 200 ml toutes les 4 heures. Et en fait, on commence à 0,5 mg/h et puis on augmente progressivement jusqu'à avoir une PAM qui a augmenté de 10 mm de mercure. Et donc, je vous disais, soit le malade répond au traitement et on est content, soit il ne répond pas. Et là, souvent, il arrive qu'on décide avec les hépatologues de ne pas aller jusqu'à la dialyse, puisque le syndrome hépato-rénal de type 1 est d'un pronostic effroyable. Ici, vous avez la survie en mois des malades cirrhotiques avec de l'acide, mais sans insuffisance rénale. Ici, vous avez la survie des malades cirrhotiques avec acide et syndrome hépato-rénal de type 2, c'est-à-dire le syndrome hépato-rénal dans sa forme chronique, les malades qui ont 140 de créate de base, et puis ça n'évolue pas trop. Donc cela, le pronostic est moins bon, mais il reste encore un peu acceptable. Et ici, vous avez le pronostic des malades atteints de syndrome hépato-rénal de type 1, donc dans sa forme aiguë, où là, c'est une catastrophe. Vous avez une médiane de survie qui est de l'ordre de 10 jours, et puis vous voyez qu'à 3 mois, il n'y a quasiment plus aucun survivant. Donc, sauf exception, c'est à discuter avec les hépatologues, quand le tableau est vraiment typique de syndrome hépato-rénal de type 1 et qu'il n'a pas répondu à la glypressine et à l'albumine, eh bien, souvent, on ne va pas jusqu'à la dialyse chez ces patients. Alors, on ne peut pas céder des biomarqueurs pour savoir s'il s'agit d'un syndrome hépato-rénal ou d'une autre cause d'insuffisance rénale aiguë. Ils sont assez décevants. Vous voyez ici, vous avez le NGAL urinaire, où en fait, vous voyez que quand le malade a une insuffisance rénale fonctionnelle, c'est très bas. Une insuffisance rénale chronique, c'est un peu plus élevé. Un syndrome hépato-rénal, c'est encore un peu plus élevé. La nécrose tubulaire aiguë, c'est encore plus élevé, mais en fait, il y a beaucoup d'overlap. Et puis, en plus, quand vous avez un syndrome hépato-rénal associé à une infection, comme ici, vous voyez que le NGAL ne permet pas du tout de les différencier par rapport aux malades atteints de nécrose tubulaire aiguë. Donc, on ne peut malheureusement pas céder des biomarqueurs. Il faut parfois aller jusqu'à la PBR, justement, pour être sûr, entre syndrome hépato-rénal typique, réfractaire au traitement, que je vais refuser de dialyser, ou nécrose tubulaire aiguë, que je vais prendre en réanimation pour le dialyser. Eh bien, l'équipe de Beaujon a proposé des indications à la PBR. Vous voyez, quand le patient est inscrit sur liste, de toute façon, il propose de faire une PBR parce que c'est important pour la suite de savoir s'il faut juste le greffer du foie ou s'il va falloir le greffer du foie et des reins. Quand on suspecte une autre pathologie rénale, il faut également faire une PBR. Et quand le malade avait une nécrose tubulaire aiguë typique ou un SHR typique, mais qu'il résiste au traitement et que l'évolution n'est pas comme celle qu'elle devrait, eh bien à ce moment-là aussi, on fait une PBR. Voilà, donc je vous dis quelques mots de l'encéphalopathie hépatique. Donc il y a des recommandations de l'Association française pour l'étude du foie qui sont parues en 2019, qui disent quelle est la place de l'ammoniémie dans le diagnostic paraclinique de l'encéphalopathie hépatique. Beaucoup de réanimateurs pensent que ça ne sert à rien. En fait, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau d'ammoniémie et le niveau d'encéphalopathie hépatique. Par contre, une ammoniémie normale, ça exclut une encéphalopathie hépatique, sauf si elle est due à des benzos, par exemple. Mais vous voyez, il est bien marqué qu'il n'est probablement pas recommandé de doser l'ammoniémie pour confirmer le diagnostic, mais en cas de doute, devant des troubles de conscience, lorsque vous dosez l'ammoniémie, une valeur normale remet en cause le diagnostic. Donc, il faut chercher une autre cause. Si l'ammoniémie est normale, ce n'est pas de l'encéphalopathie hépatique, sauf si le patient a pris plein de somnifères. Quelle est la place de l'EEG ? L'EEG est recommandé
s'il y a un doute diagnostique, puisque quand même, ça permet d'éliminer un état de mal infraclinique, et puis ça peut avoir des aspects assez typiques d'encéphalopathie hépatique. Faut-il faire une imagerie cérébrale? Oui, probablement, pour éliminer d'autres diagnostics différentiels. Le message dans l'encéphalopathie hépatique, c'est qu'il y a quasiment toujours, vous voyez, dans 90% des cas, on retrouve un facteur déclenchant. Et tant que vous ne l'aurez pas identifié et que vous ne l'aurez pas traité, le malade n'ira pas mieux. Et donc, ces facteurs déclenchants peuvent être une hémorragie digestive, des troubles de l'anatrémie, la prise de médicaments, notamment les benzodiazépines, et puis pensez aussi aux médicaments un peu cachés, comme par exemple le primpéran, qui est un neuroleptique caché. Et puis surtout, encore une fois, le sepsis. Vous voyez, dans 30% des cas de malades en encéphalopathie hépatique, on identifie une infection bactérienne. Je vous dis ça parce que c'est nettement plus important de chercher le facteur déclenchant et de le traiter que d'administrer du Dufalac. Le Dufalac, si je voulais être un peu provocateur, enfin je le suis un petit peu en vous montrant cette méta-analyse qui vous montre qu'il n'y a que 2 études jugées de bonne qualité pour voir si le Dufalac fonctionne dans l'encéphalopathie hépatique, et que ces études de bonne qualité datent de 1970 et 1973, et qu'aucune des deux ne montre un intérêt à utiliser le Dufalac en cas d'encéphalopathie hépatique. Les seuls qui montrent un intérêt sont des études qui ont été jugées par les auteurs de la méta-analyse comme de faible qualité. D'ailleurs, la conclusion de cette méta-analyse, c'est que le Dufalac n'a pas l'air d'être très efficace sur l'encéphalopathie hépatique. Et il y a un traitement qui marche très très bien, qui est la rifaximine. Vous savez, c'est un antibiotique un peu cousin de la rifampicine qui n'a pas d'absorption digestive, donc qui permet un petit peu de moduler le microbiote intestinal sans pour autant avoir des effets systémiques. Et la rifaximine marche très bien en termes de prévention des récurrences. Ici, c'est une étude randomisée où vous avez les malades après un premier épisode d'encéphalopathie hépatique qui sont sous placebo, et vous voyez qu'il y a quand même il y a à peu près 40% de récurrence. Et ici, vous avez les patients sous rifaximine, là, il y a moins de 20% de récurrence à 6 mois. Et ça marche également en curatif. Ici, une étude randomisée contrôlée avec Dufalac d'un côté et Dufalac plus rifaximine de l'autre. Vous voyez que dans le groupe Dufalac plus rifaximine, vous avez plus de disparition de l'encéphalopathie à J10 et moins de décès. Pourtant, en France, la rifaximine n'a pas l'AMM en curatif, elle a uniquement l'AMM en prévention des rechutes. Les recommandations des experts hépatologues ont été obligés de suivre la RMM, donc pour l'instant, elle est recommandée en France, en tout cas, uniquement en termes de prévention des rechutes, mais quand vous voyez les recommandations européennes, elles mettent bien l'utilisation de rifaximine comme un traitement de première ligne curatif de l'encéphalopathie hépatique. Bon, ça c'est juste anecdotique, mais sachez que la transplantation fécale pourrait être un traitement d'avenir pour éviter les récidives de ces patients. Ça a l'air, dans cette étude pilote là, avec 10 patients dans chaque bras, extrêmement efficace, avec beaucoup moins plus du tout de récidives, puisqu'en réalité, l'encéphalopathie hépatique est liée à à l'absence dans la flore digestive de ces 2 bactéries. Et donc, quand on fait une transplantation fécale, eh bien, il y a beaucoup moins de récidives. Y a-t-il un intérêt à faire du MARS? Le MARS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de dialyse à l'albumine. La réponse est non. Donc, il y a cet essai-là chez 166 malades cirrhotiques décompensés qui montrait qu'il n'y avait aucun impact du MARS dans la survie. Quand on prend le groupe des malades qui avaient comme décompensation une encéphalopathie hépatique, il n'y avait pas d'effet du MARS. Alors, je suis obligé de vous dire que quand même, il y a des experts, il y a des centres experts, notamment Paul Brousse, qui utilisent le MARS et qui disent là même très récemment, enfin là en 2022, dans des recommandations que peut-être ça pourrait quand même être utile chez certains malades sélectionnés. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez demander l'avis des hépatologues. Mais en tout cas, force est de constater que ça ne sert à rien que tout le monde achète ce genre de système, puisque pour l'instant, leur place n'est pas très, très claire. Enfin, pour terminer, je vais vous parler de la place de la transplantation hépatique en réanimation, parce que c'est extrêmement à la mode. Pour faire rapidement, quand on accueille un malade cirrhotique en réa, alors qu'il est déjà inscrit sur liste de transplantation, il y a 2 attitudes possibles. Soit on se dit, en fait, il est tellement grave que si je l'envoie à la greffe maintenant, il va mourir, et donc je ne vais pas gâcher un greffon, entre guillemets,
puisqu'on n'en a que 1200 par an des greffons, donc il faut faire attention à ce qu'on en fait. Et donc, je vais le mettre en contre-indication temporaire pour surtout pas qu'il soit greffé dans cet état instable qu'il a actuellement. Et puis, l'autre façon de réfléchir, c'est au contraire de se dire, finalement, il est actuellement très, très grave, il a des défaillances d'organes, on sait que le score SOFA est très associé à la mortalité à court terme, et je sais que là, si je ne fais rien, la mortalité est élevée. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas que je priorise ce malade au contraire et que je le greffe très, très vite? C'est une vraie question. Là, vous avez une étude américaine qui regarde la survie post-transplantation des patients en fonction de l'endroit où ils étaient quand ils ont été transplantés, quand ils ont été appelés pour la greffe. Donc ici, vous avez les patients qui étaient chez eux, donc ils avaient une cirrhose relativement stable. Ici, vous avez les patients qui étaient déjà hospitalisés pour une décompensation, donc on voit que le pronostic, la mortalité après la greffe est quand même supérieure. Et puis ici, vous avez les malades qui étaient en réanimation au moment où on les a transplantés, donc avec une cirrhose plus grave, et vous voyez que la mortalité est encore supérieure. Donc, pendant très longtemps, on mettait les malades en contre-indication temporaire en disant « Oh là là, on ne va pas greffer ceux-là, on va attendre soit qu'ils meurent, soit qu'ils rentrent chez eux, parce que c'est ceux-là qui ont le meilleur pronostic post-greffe. » Et puis, il y a ce papier canadien qui a un petit peu fait changer d'attitude. Vous voyez, c'est 200 patients admis en réanimation au moment de la greffe dans 5 centres. En général, en moyenne, la greffe était réalisée après 5 jours de réanimation et on est frappé par la gravité des patients au moment de la greffe. Ce sont des patients extrêmement graves. 88% étaient sous vasopresseur, 87% étaient sous ventilation mécanique, 56% étaient dialysés. Le MELD moyen était 34, le SOFA était de 12,5 à l'admission et pire, il avait augmenté, il était à 14 le jour de la transplantation hépatique. Donc, quand on se souvient des papiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, 12,5 de SOFA, ça fait une mortalité attendue à plus de 80% dans les 8 jours, en règle générale. Eh bien, dans ces centres-là, lorsque les malades ont été transplantés, vous voyez que la mortalité, elle est uniquement de 16% à J90, de 26% à 1 an et de 38% à 3 ans. Donc, ça veut bien dire qu'on est extrêmement étonné du très bon pronostic de ces patients et que finalement, il n'y a pas de doute sur le fait que la greffe leur a probablement sauvé la vie. Et puis, on a tellement progressé dans la prise en charge de ces patients en post-greffe que finalement, le SOFA, le jour de la greffe, n'était même pas associé à la mortalité post-greffe. C'est-à-dire que quelle que soit la gravité des malades le jour de la greffe, finalement, le pronostic était le même en post-greffe. Et donc, les Américains ont refait l'étude de tout à l'heure, là, en comparant le pronostic des patients en fonction de là où ils étaient au moment de la greffe. Alors, vous voyez qu'à 1 an, par exemple, si on s'intéresse à ce chiffre-là, eh bien, certes, quand ils étaient chez eux, 10% de décès, quand ils étaient à l'hôpital, 15% de décès, quand ils étaient en réa, 23% de décès. Donc, là encore, on se dit, bah oui, ceux qui sont en réa meurent plus que ceux qui étaient chez eux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette mortalité, elle diminue année après année. Et quand on s'intéresse à la dernière année rapportée, là, 2013, bien, vous voyez que la mortalité des malades en réa, quand ils étaient en réa au moment de la greffe, c'est uniquement 16% à 1 an, c'est-à-dire que c'est rien par rapport à la mortalité des malades cirrhotiques en réanimation s'ils n'avaient pas été greffés. Ces résultats ont été confirmés en France, où vous avez ici des patients, c'est que des patients qui ont 2 ou 3 défaillances d'organes persistantes à J3 et J7, mais c'est des malades de salle, c'est des malades des pathologies. Vous avez le pronostic de ceux qui ont été greffés, 80% de survie à 3 mois, le pronostic de ceux qui n'ont pas été greffés, 10% de survie à 3 mois. Ces résultats ont été confirmés en réanimation dans une étude multicentrique Lille, Paul Brousse, Montpellier. Et cette étude-là montre, voyez encore une fois, que peu importe le nombre de défaillances d'organes, la survie post-transplantation est la même. Donc, on a beaucoup progressé. On peut maintenant transplanter des malades en multidéfaillance sans que ça pose de problème ou que ça ait d'impact sur leur pronostic post-réanimation. Du coup, les recommandations de 2017 de l'AFEF sur les indications et les contre-indications à la greffe de foie sont un petit peu gênées. Elles disent quand même que du coup, il n'y a pas de limite de score MELD pour greffer un malade parce que ça n'a pas d'impact sur le pronostic. Il y a des contre-indications relatives et qui sont quand un malade a un MELD supérieur à 35 et 2 critères parmi ventilation mécanique, dialyse, infection non contrôlée. Non contrôlée, ça veut dire je n'ai pas identifié de germe et puis j'arrête pas d'augmenter la noradrénaline et puis
Donc, c'est quand même des patients très graves. Et qu'il y a des contre-indications à la greffe, mais qui sont ventilation plus dialyse plus infection non contrôlée, SDRA modéré ou sévère, défaillance hémodynamique évolutive sans qu'on sache trop ce que ça veut dire, et au moins 3 défaillances d'organes, et que c'est en cours de débat suite au papier récent qui montre que quand même le pronostic de ces malades est nettement meilleur quand ils sont transplantés que quand ils ne le sont pas. Et on peut même se demander si on ne peut pas aller encore plus loin. Et là, pour l'instant, je vous parlais des malades qui étaient déjà inscrits sur liste de transplantation, mais peut-être on pourrait inscrire en urgence des malades qui ne sont pas encore inscrits sur liste. Hein, et c'est ce que proposent ces auteurs-là. Bon, je vais passer rapidement parce qu'on a un petit peu dépassé l'heure déjà. Voilà, et donc le message à retenir, c'est que quand vous avez un malade cirrhotique, qu'il soit inscrit ou pas inscrit sur liste, et que vous sentez que ça ne va pas dans le bon sens, n'hésitez pas à appeler un centre expert, un centre de transplantation hépatique pour recueillir leur avis. Et de toute façon, n'oubliez pas, si jamais il sort vivant de la réanimation et s'il n'est pas déjà dans un circuit de prise en charge hépatologique, de le mettre dans les mains d'un hépatologue, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, la transplantation hépatique va se discuter. C'est quand même le seul traitement curatif de la cirrhose et c'est un traitement relativement magique quand on voit la différence de visage entre ces deux photos. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud pour ton topo extrêmement complet et vraiment passionnant. Je regarde si pour l'instant il n'y a pas de questions. Alors, je regarde l'heure. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour des éventuelles questions. Tu as parlé des critères pronostiques et notamment du fait que finalement ce qui compte au tout début quand on est en réa, c'est la sévérité des défaillances d'organes. C'est-à-dire en gros le score SOFA, son intensité. Est-ce que pour autant la sévérité de la fonction hépatique n'a pas une valeur pronostique, mais peut-être décalée dans le temps, un petit peu plus tard, dans les 3 ou 6 mois qui suivent? Si, alors oui, parce que je vois pourquoi tu dis ça. Il y a un papier qui dit que quand on calcule le MELD à la sortie de réa, c'est très associé au pronostic dans les mois qui suivent, et peut-être ça pourrait aider les hépatologues à activer le programme de transplantation. En fait, probablement quand même que la gravité de la maladie hépatique, elle joue, évidemment, mais disons que quand on compare ces scores-là au score SOFA, ça fait moins bien. Ça fait moins bien parce que la maladie aiguë en elle-même, bien, elle va biaiser ce score et que quand le malade arrive avec un TP à 30%, est-ce que c'est vraiment de l'insuffisance hépatique ou est-ce que c'est de la CIVD parce qu'il est sceptique? On ne sait pas trop. Donc forcément, ça influe sur les composantes. Et puis, également parce que ce qu'il faudrait dans l'idéal pour répondre à la question, c'est le MELD calculé 3 jours avant l'admission, en fait, 3 jours avant la maladie aiguë. Mais ça, finalement, on ne l'a jamais. Donc, forcément que ça joue, mais voilà, ce qui ressort, c'est que si on essaie de faire simple, vaut mieux utiliser les défaillances d'organes. Et en fait, il y a des cirrhotiques qui ont un pneumothorax et il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien que chez un malade qui a un pneumothorax et qui n'a pas de cirrhose. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a une question qui est apparue. Merci beaucoup, très clair et passionnant. Voilà, félicitations. Tu as donc bien parlé de la question de la réanimation d'attente. Finalement, on prend en charge les patients cirrhotiques en réanimation, même s'ils sont très inquiétants au départ, et on est prêt à réévaluer les choses à J3. Et notamment, c'est les papiers que tu as évoqués de Das et de l'évêque sur le delta SOFA ou sur le nombre de défaillances à J3, avec un SOFA qui stagne ou qui s'aggrave, qui est plutôt un argument pour ça. Je dirais que c'est vraiment des choses qui ont changé les pratiques depuis une dizaine d'années, puisque, comme tu disais, au départ, on pouvait être réticent à l'admission, alors que maintenant, tant qu'il n'y a pas eu ces 3 jours où on fait un full code, De toute façon, j'avais un ancien patron qui disait quand il y a un doute, le doute doit bénéficier au patient. Et donc, en fait, ce qui est génial avec la réanimation d'attente, c'est que ça marche dans toutes les populations où les réanimateurs se posent pas mal de questions. Ça marche chez les vieux, ça marche chez les malades d'onco, ça marche chez les malades d'hémato, ça marche chez les cirrhotiques. En fait, quand on a un doute, il faut il faut tout faire et puis on réévalue. Et puis après, il ne faut pas non plus être trop dogmatique, c'est-à-dire que dans le papier, c'est SOFA, delta SOFA, enfin on refait le SOFA à J3.
Parfois, on le fait à J4, J5. Et puis surtout, comme je disais, si le patient a 0,5 mg de noradrénaline à J3, certes, c'est une défaillance hémodynamique, mais si à J1, il avait 10 mg/h, il ne faut pas être dogmatique, quoi. Il Bien faut sûr, considérer qu'il est en train de s'améliorer et continuer. tout à fait. Une petite question sur, alors, moi, il y a 10-15 ans, j'avais lu des papiers sur la prévalence importante de l'insuffisance surrénalienne relative chez le cirrhotique CHLC, notamment infecté. Toi, dans ta pratique, est-ce que tu dégaines rapidement les l'hémisuccinate ou pas? Ou est-ce que tu te prends un seuil de noradré? Ou comment tu Oui, fais? en fait, alors, donc comme je disais, parce que je suis passé un peu vite, mais donc les protéines de transport sont diminuées à cause de l'insuffisance hépatique. Du coup, quand on fait un test au synactène, il est très souvent perturbé. Et alors là, on se dit, en fait, il a une vraie insuffisance surrénale et pas juste une insuffisance surrénale relative. Mais en fait, quand on dose le cortisol autrement, comme le cortisol libre ou le cortisol salivaire, on se rend compte qu'il y a quand même des insuffisances surrénales chez ces patients, mais beaucoup moins que ce qu'on croit. Et donc, moi, je fais comme chez les autres patients, c'est-à-dire que dans ma pratique, au-dessus de 1 mg/h de noradré, on met de l'hémisuccinate et on ne fait pas de testosinactène. Ok. Tu as évoqué la question du fongique chez le cirrhotique. Oui, Alors, on a eu, ce week-end à Besançon, on a pris en charge un choc septique sur sigmoïdite chez quelqu'un qui avait finalement une cirrhose méconnue, mais qui s'est décompensée, puisqu'il s'est, à l'arrivée, en fait, en plus de ce choc septique avec une sigmoïdite au scanner, on a découvert qu'il avait une bilirubine qui était à plus de 100, puis qui a rapidement monté à 200, révélant une cirrhose décompensée associée. Et on a été étonné, alors qu'on était sur sur une atteinte sous-mésocolique, d'avoir une fongémie candida. Et du coup, on a eu un retard dans l'adaptation du traitement, puisqu'il avait un antibiothérapie à large spectre. Est-ce que tu penses que alors c'est une cirrhose probablement de Child-C, est-ce que tu penses que c'est vraiment un facteur qui aurait nécessité, en tenant compte du terrain de cirrhose, de mettre d'emblée une candidace? Ça, je crois que c'est une vraie bonne question à laquelle je ne sais pas répondre parce qu'en fait, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas d'études. Enfin, c'est vraiment moi, ce que je fais en pratique maintenant, parce que ce qui est sûr, c'est que la cirrhose grave, c'est un facteur de risque d'infection fongique invasive. Ça, c'est archi démontré. Ce que je fais maintenant, c'est que quand il y a une cirrhose en choc septique et que je ne suis pas certain, ce qui arrive souvent chez ces patients, on ne connaît pas la porte d'entrée, il n'a pas de pneumonie, il n'a pas d'infection de liquide d'acide évidente, il n'y a pas d'infection urinaire, enfin, je ne sais pas trop ce que je traite, mais comme il a l'air d'être en choc septique et que j'ai démarré de la noradrénaline, il va bien falloir que je mette des anti-infectieux. Et à ce moment-là, si je ne sais pas vraiment d'où ça vient et qu'il a une cirrhose évoluée, c'est-à-dire vraiment une bilirubine élevée, un TP bas, maintenant j'ai tendance à en mettre. Mais D'accord. tu vois, la question s'est reposée chez nous aussi cette semaine et en fait, on les a démarrés. Puis finalement, les hémocultures sont toutes revenues négatives et puis on a arrêté. Mais c'est pas encore quelque chose de très validé, mais il y a. En tout cas, c'est vachement Ouais, intéressant. Enfin, moi, ça a vraiment fait, quand tu en as parlé, je me suis dit, ben, tiens, c'est pile poil ce tableau où finalement, ce matin, on a redébriefé, on s'est dit, ben, qui aurait mis des antifongiques et on s'est posé la question ce matin en disant, est-ce que le fait qu'il ait une cirrhose de Child-C aurait dû nous faire, comme s'il avait une atteinte finalement plus haut située sur le tube digestif? Et a posteriori, probablement, quoi. Donc, OK. Euh, Super. Je vois qu'il y a peut-être une dernière question sur donc la question hémorragie digestive due à l'hypertension portale. Un patient peut bénéficier d'un TIPS et d'une greffe. En gros, est-ce que le TIPS pose problème pour une éventuelle transplantation secondairement? alors, moi, j'ai plus trop l'habitude de ces patients, mais je peux te dire, dans mes souvenirs, ça ne contre-indique pas la greffe. Le fait d'avoir un TIPS ne contre-indique pas la greffe, mais la question probablement vient du fait que certains chirurgiens nous disent que ça les gêne, qu'en fait, pour l'anastomose. Mais à une époque lointaine, où, quand j'étais interne à la Pitié, il y avait même un chirurgien hépatique qui demandait à ce qu'on tipse les patients avant la greffe parce qu'il trouvait que c'était plus facile, qu'il y avait moins de collatéral quand il opérait, qu'il y avait moins de circulation collatérale et que du coup, ça saignait moins pendant la transplantation.
Donc la réponse, c'est clairement le TIPS, ça ne contre-indique pas la greffe. Après, ce qui peut se poser, c'est que peut-être s'il est mis un peu haut, ou peut-être le chirurgien peut être gêné techniquement pour l'anastomose, mais ça ne contre-indique pas la greffe. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Arnaud, c'était De rien, hyper intéressant. Merci pour voilà, la clarté de ton topo, c'était vraiment top, quoi. Donc, de rien, merci. merci, eh ben, à bientôt. Ouais, bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir.